Je vous remercie. Et distingués invités, chers amis rotariens, en vos rangs et grades, et tout protocole est soigneusement respecté. Avant tout propos, permettez-moi de reconnaître et de saluer la présence de nos illustres invités, dont la sagesse et l'engagement pour la paix éclaireront nos échanges. Il s'agit notamment de son Excellence, M. Ousmane Issoufou Maïga, ancien Premier ministre, président de la Commission d'élaboration du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale, une personnalité de référence dans notre pays, et vous en conviendrez avec moi que c'est l'homme d'État aujourd'hui le plus consensuel dans notre pays. Y égard son engagement pour la paix dans notre pays. À sa suite, nous avons son Excellence Cheikh Sidi Diarra, qui fut ambassadeur auprès des Nations Unies et qui fut également nommé secrétaire général adjoint pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, le 6 juillet 2007 par le secrétaire général des Nations Unies, à l'époque Ban Ki-moon. D'autres personnalités telles que le doyen Magassa, Amidou Magassa, et qui est aujourd'hui une référence et qui est aussi une personne de ressources pour le Rotary. Pour preuve, l'année passée, nous étions avec lui pour échanger sur les enjeux liés à la sécurité dans le Sahel. À sa suite, nous avons notre DGND. DGND, c'est le nouveau gouverneur désigné du district 9101, qui est le PAG Abdraman Dambélé, qui est modestement assis à côté du colonel Bagayogo, et qui a aussi été très impliqué dans l'organisation de cet événement, en plus de ce qu'il va faire comme contribution dans les échanges. Donc, ils sont nombreux. Le colonel Bagayogo, la représentante du directeur général de l'EMP, et tous les amis, assistants gouverneurs, assistants gouverneurs, présidents de club, et aussi nos distingués invités qui ont bien voulu être avec nous. Que vous en soyez et remerciez pour votre présence. Donc, sans plus tarder, nous allons demander d'abord à la présidente, sinon à la représentante de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, Madame Gisèle, pour ces mots de bienvenue. Je vous prie d'acclamer. L'élaboration du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale, Son Excellence Cheikh Diarra, ancien ambassadeur auprès des Nations Unies, Dr Amidou Magassa, Monsieur Soni Akwafou, Monsieur Abdraman Dambélé, Mesdames et Messieurs les présidents du Rotary Club, Mesdames et Messieurs les assistants et passe-assistants gouverneurs, Madame, Messieurs, distingués invités, chers participants. C'est avec un immense honneur et une profonde humilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que représentante du directeur général de l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye, le colonel Souleymane Sangaré, dans le cadre de la célébration du mois de la construction de la paix et la prévention des conflits décrété par le Rotary international en ce mois de février. Au nom de toute notre institution, je vous adresse mes salutations les plus distinguées et vous souhaite la bienvenue dans cet espace dédié à la formation, à la réflexion et à l'action pour la paix. Mesdames et messieurs, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Beye tient à féliciter chaleureusement les initiateurs de cette rencontre qui vient enrichir nos efforts collectifs en faveur de la paix et de la réconciliation nationale.
Cette initiative qui nous réunit aujourd'hui incarne pleinement la vision et la mission de notre école, qui œuvre sans relâche pour le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le maintien et la consolidation de la paix, avec un accent particulier sur l'inclusion. Ce matin, cette rencontre du Rotary International à travers les clubs de Bamako Ouest et de Bamako Amitié réaffirme l'importance du dialogue inclusif et de la collaboration entre les différentes composantes sociales de notre pays. L'EMP, fidèle à sa mission, s'est toujours positionné comme un centre d'excellence dans la formation et le renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la paix. Aussi, elle reste convaincue que la paix durable ne peut être atteinte sans une approche inclusive intégrant toutes les sensibilités sociales. C'est donc avec fierté que nous accueillons cette activité dans nos locaux. Mesdames et messieurs, en mettant à votre disposition un espace propice à l'échange et à la concertation, l'école de maintien de la paix Alioune Blondin Bey de Bamako témoigne de la reconnaissance du rôle essentiel que nous jouons dans l'édification d'un avenir apaisé. Permettez-moi à ce titre d'exprimer notre profonde gratitude, et une gratitude sincère à son Excellence, M. Issoufi Maïga, président de la commission d'élaboration du projet de charte pour la paix et la réconciliation. Son engagement constant, son leadership et son dévouement pour une paix durable sont des exemples inspirants pour chacun de nous. Nous sommes convaincus que cette rencontre permettra de faire émerger des idées novatrices et des recommandations concrètes pour nourrir les efforts en cours. Il est important que nous puissions ensemble identifier les leviers les plus pertinents pour ancrer durablement la paix et la réconciliation dans notre cher pays, le Mali. Ainsi, je souhaite à tous et à toutes une participation enrichissante, des discussions fructueuses et des résultats pleins d'espoir. Je ne saurais conclure donc sans ce cri de cœur et sans rappeler le slogan de l'école de maintien de la paix. Vive la paix au Mali, vive l'Afrique unie pour la paix. Je vous remercie. Merci, Madame Gisèle, pour ces mots assez forts. Et j'avoue, lorsque nous avons rapproché l'EMP, l'administration de l'EMP, pour leur faire part en tout cas, de cette initiative, ils n'ont pas hésité à, en tout cas, se mettre à notre disposition, à mettre la salle à notre disposition et aussi à nous accompagner sur tous les plans dans l'organisation de cet événement. Que le colonel Suleiman Sangaré soit remercié, et en plus de toute son équipe, pour en tout cas cette franche collaboration. Et nous avons, ça va être le début d'un partenariat, et Inch'Allah, et nous vous remercions en tout cas pour cela. Et à la suite de la représentante du directeur général de l'EMP, que je vous demande d'acclamer une fois de plus, nous invitons notre ami Djabi, président du Rotary Club Bamako Amitié, à prononcer son mot de circonstance. Son Excellence, M. Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission d'élaboration du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale, Son Excellence Cheikh Sidi Diarra, ancien ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, Madame la représentante du directeur général de l'école du maintien de la paix, cher ami Passe District Gouverneur Soni Akwafa, cher ami DGND Abdraman Dambélé, cher ami Monsieur le directeur de l'instruction de l'école du maintien de la paix, colonel Aliou Bagayoko, Mesdames et Messieurs les officiels, chers amis assistants gouverneurs, chers amis présidents, passe-présidents et présidents élus, chers amis rotariens, rotaraxiens et interaxiens, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, c'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui pendant cette conférence de haut niveau du Rotary sur la paix au Mali. Au nom des Rotary Club de Bamako Ouest et Bamako Amitié, je vous souhaite la bienvenue
et je vous remercie pour votre engagement en faveur de la paix, de la réconciliation et du dialogue. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude envers toutes les personnalités ici présentes, en particulier les autorités, les représentants des institutions, les chercheurs que nous avons avec nous, ainsi que les amis rotariens présents ici ou en ligne. Votre présence témoigne de votre engagement indéfectible envers un idéal commun, celui du Rotary, celui de la paix. Le Rotary international, depuis plus d'un siècle, place la paix au cœur de son action. Nous croyons que la paix ne se résume pas en l'absence de conflits, mais qu'elle est un processus dynamique, ancré dans le dialogue, dans la compréhension mutuelle et surtout dans la coopération. C'est dans cet esprit que nous nous retrouvons aujourd'hui, convaincus que la paix se traduit par l'engagement collectif, la solidarité et le service désintéressé. Le Mali, notre chère nation, traverse depuis plusieurs années une crise profonde qui met à l'épreuve notre unité, notre résilience et notre espoir en l'avenir. Cependant, des efforts considérables sont en cours pour façonner un avenir de réconciliation, de réfléchir ensemble aux défis de la paix au Mali et dans le Sahel. Nous avons réuni des experts, des décideurs, des acteurs de terrain et des membres du Rotary engagés pour la promotion de la paix pour apporter des éclairages concrets et explorer des solutions durables. Cette conférence est une contribution modeste mais essentielle aux efforts déployés par notre pays pour restaurer la stabilité et le vivre ensemble. Nous espérons que les échanges de cette journée permettront d'ouvrir des perspectives nouvelles, notamment à travers la réflexion sur la création d'un centre Rotary pour la paix au Mali. Au-delà des discours, nous voulons des actions fortes et tangibles. Chers amis invités, le Rotary nous engage, nous enseigne que le service est la clé du changement. C'est par notre engagement, notre solidarité et notre volonté d'agir que nous pourrons faire avancer la cause de la paix. Ensemble, faisons de cette journée un moment de partage et d'inspiration qui nous aidera à bâtir un avenir meilleur. Je vous remercie et je vous souhaite des travaux fructueux. Vive le Rotary, vive la paix, vive le Mali. Merci beaucoup, cher ami Djaby, pour ces mots. Et vous l'avez dit, ne jamais laisser la division gagner du terrain. Et je crois que la vocation du Rotary est, en plus, en tout cas de ces autres axes stratégiques, de faire la construction de la paix, la prévention des conflits une priorité. Et nous avons ce matin notre ami, l'ancien gouverneur du district, l'ami Soni Akwafa, qui est une personnalité très remarquable dans la vie du Rotary au Mali depuis des années. Et nous allons lui permettre, en tout cas, d'en dire plus, en plus de ce que le président du Rotary Club Mako Amitié vient de dire. Cher ami, vous avez la parole. D'accord, merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sivou Maïga, président de la commission de rédaction du projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Cheikh Sidi Diarra, ancien représentant permanent du Mali à l'ONU. Monsieur le directeur de l'école de maintien de paix Ali Blondombe, le colonel Aliou Bagayougo, représenté par son chargé de communication, Madame Gisèle. Cher professeur Seydou Magassa, conférencier. Cher ami DGND, Abdraman Dambélé, gouverneur nommé du Rotary District 9101. Chers amis assistants gouverneurs et passe assistants gouverneurs. Chers amis présidents des clubs et passe présidents.
chers amis Rotaraction et Interaction, honorables, mesdames et messieurs, à vos honorables grades et qualités respectives, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au nom des clubs organisateurs de cette conférence Bamako Amitié et Bamako Ouest et au nom de toute la famille Rotary d'ici et ailleurs. Cette conférence est organisée suivant les thèmes mensuels du Rotary qui inspirent certaines actions humanitaires. Pour le mois de février, mois de la création du Rotary, qui fête aujourd'hui ses 120 ans pendant ce mois de février 2025. Les Rotariens partout dans le monde fêtent le mois de février consacré à l'action internationale, la paix, l'entente mondiale et la prévention des conflits. Et suivant le quatrième axe de but du Rotary qui est faire progresser l'entente entre les peuples et le respect de la paix par le biais des relations amicales entre les membres des professions et cultures différentes, unis par un idéal de servir l'humanité. Vu son engagement légendaire sur la paix, en aidant à la rédaction de la Charte de création des Nations Unies et membre permanent des agences telles que UNESCO et UNICEF, le Rotary refuse d'accepter que la violence devienne normale. Il propose donc des formations qui favorisent la compréhension mutuelle. Il équipe les communautés avec les outils nécessaires à la résolution des conflits. En tant qu'organisation humanitaire, la paix est une pierre angulaire de notre mission. Lorsque les populations travaillent à la paix dans les communautés locales, le changement peut avoir des répercussions au niveau mondial. En montant des actions et en soutenant les bourses pour la paix, nos membres passent à l'action pour traiter les causes sous-jacentes des conflits tels que la pauvreté, la discrimination, les tensions ethniques, le manque d'accès à l'éducation ou la distribution inégale des ressources. Notre engagement envers la construction de la paix aujourd'hui répond à de nouveaux défis. Comment pouvons-nous avoir les plus forts impacts possibles et comment pouvons-nous concrétiser notre vision d'un changement durable? Nous abordons le concept de la paix avec une plus grande cohésion et inclusion, en élargissant nos mains à la construction de la paix et en défrichant de nouvelles voies pour impliquer nos membres. Le Rotary et ses membres sont des praticiens. Notre travail visant à combattre les maladies, fournir de l'eau potable et des systèmes d'assainissement, améliorer la santé des femmes et des enfants, soutenir l'éducation et développer les économies locales contribuent directement à poser les fondations des sociétés pacifiques. Des pédagogues, nos centres du Rotary pour la paix ont produit plus de 1800 diplômés qui deviennent les catalyseurs de la paix au travers des carrières au sein des gouvernements, des universités ou des organisations internationales. 3. Les médiateurs. Nos membres ont négocié des cessez-le-feu dans les zones de conflit afin de permettre aux enfants d'être vaccinés contre la poliomyélite. 4. Les militants. Nos membres sont considérés comme des participants respectés et impartiaux lorsqu'ils jouent un rôle dans les processus de paix ou des efforts de reconstruction. Nous cherchons à créer des communautés et à rassembler des groupes qui sont connectés, inclusifs et ont du ressort. Un centre de Rotary pour la paix, pour le monde francophone, oui, ici au Mali, oui, c'est possible. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons pour réaliser un centre de Rotary pour la paix pour le monde francophone. Avec cette conférence organisée à l'IMP ici à Bamako aujourd'hui, nous venons de faire les premiers pas avec la création de ce centre. Car le Rotary soutient les initiatives locales des peuples et des communautés et ne parachute pas des projets sur eux. Nous allons faire en sorte qu'on organise ici 2 fois par an des formations thématiques sur la paix Rotary et avec le soutien des autres pays francophones, nous allons œuvrer ensemble pour voir la vocation des centres Rotary pour la paix au Mali, pour l'obtention d'un certificat, diplôme ou maîtrise de l'étude de la paix. Excellences, honorables invités, chers amis, mesdames et messieurs, pour terminer, je vous rappelle que chaque jour, le Rotary encourage ses membres à exhiber 5 valeurs fondamentales qui sont 1. La camaraderie, 2. L'intégrité,
3, la diversité. 4, le leadership. Et 5, les services. Toutes les 5 valeurs ont des amicaux, des loisirs et professionnels et des groupes d'action avec qui on peut mener les actions durables en faveur de nos communautés locales. Qu'Allah bénisse le Mali, que la paix règne ici au Mali. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami PDG Soni Akwafa. Et je peux le témoigner, votre engagement n'est plus à démontrer. Et je me rappelle lorsque vous étiez encore gouverneur du district il y a seulement 2 années, vous avez nourri ce projet. Et j'ai vu avec quel engouement, ou en tout cas avec quel degré d'engagement vous portiez ce projet. Une fois de plus, merci cher ami pour ton engagement et pour tout ce que tu fais pour le Rotary. Le Rotary est un laboratoire vivant où les idéaux de service, de fraternité et de paix sont restés et appliqués. Et nous a rappelé un des anciens présidents du Rotary. Nous avons la chance ce matin d'avoir une personnalité de référence, et en tout cas qui va nous donner la conférence inaugurale. Il n'est plus à présenter. En tout cas pour nous autres, c'est un grand-père, c'est un exemple pour sa rigueur, sa ponctualité, et son amour pour le Mali. Et malgré son âge, il était parmi les premiers à être à l'heure ce matin. Et son Excellence Ismaël Issoufou Maïga, nous avons vu son engagement bien avant le dialogue national inclusif de Denis, qu'il a conduit avec d'autres, avec brio. Et par la suite, lorsqu'il s'apprêtait encore à profiter de sa retraite, il a été sollicité par les plus hautes autorités pour, en tout cas, secourir, amener les Maliens à se parler. Et c'est ce qui nous a amené à assister aux Assises nationales de la refondation. Des Assises nationales de la refondation et à tout ce qui a été fait dans ce cadre, nous en sommes témoins. Et on peut dire que la paix est une quête perpétuelle, mais des progrès ont été consentis, il faut les reconnaître. Et c'est bien évidemment sous son leadership. Et en début 2024, le président de la transition a décidé souverainement, en tout cas, de déclencher un processus d'appropriation nationale de la paix. Et c'est sa personne aussi qui a été sollicitée pour conduire ce travail. Nous avons été témoins des dialogues intermaliens qui a eu lieu en 2024 et tout ce qui en suit. Il a été aussi sollicité pour conduire le processus après avoir, en tout cas, renoncé à l'accord pour la paix qui n'était pas adapté, qui avait montré ses limites, de réfléchir et de proposer un projet de charte pour la paix et la réconciliation malienne, pour dire que l'homme, on ne peut que lui souhaiter longue vie, on ne peut, en tout cas, que souhaiter que Dieu le laisse parmi nous encore longtemps pour, en tout cas, nous faire profiter de ses expériences, je l'ai dit, de sa rigueur, mais aussi de sa qualité d'homme d'État. Donc, Monsieur le Premier ministre, Excellence Ismaël Issoufou Maïga, président de la Commission nationale d'élaboration du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale, c'est un honneur pour nous de vous accueillir parmi nous ce matin. Et lorsqu'on travaillait sur les termes de référence de cette conférence et sur le choix des personnalités qu'on devrait inviter, notre ami PDG Théodore Diop, qui n'est pas parmi nous ce matin, a tout de suite dit inviter ce grand homme pour, en tout cas, commencer ce processus que vous voulez engager. Donc, merci. Lorsqu'on vous a écrit, vous avez répondu pour dire que vous serez là. Et vous êtes effectivement là. Merci pour votre présence. Et c'est un privilège pour nous de vous accueillir ce matin. Je vous invite de bien vouloir prendre la parole avec vos acclamations.
Merci beaucoup. Bonjour, Madame, Messieurs. J'ai été sollicité pour vous livrer un certain nombre d'informations en m'attribuant le thème appropriation nationale du processus de paix. Madame la représentante du directeur général de l'école de maintien de paix, Alioune Blondin-Beye, Monsieur le président fondateur de Rotary Club de Bamako-Ouest, Madame, Messieurs les membres du Rotary Club de Bamako-Ouest, Excellence, Monsieur l'ambassadeur Cheikh Tidiane Diarra, Professeur Hamidou Magassa, Excellence générale Soumaïla Cissé, Madame, Messieurs, à l'entame de mes propos, je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites en m'invitant à prendre la parole à cette conférence de haut niveau sur la paix au Mali. Je voudrais ensuite vous féliciter pour l'opportunité et la pertinence du choix du thème de cette conférence. La paix, puisqu'il faut la nommer, est un thème toujours d'actualité, car elle demeure une aspiration profonde de l'humanité tout entière, en dépit des conflits violents qui tendent à faire oublier l'humanisme, qui est une vertu cardinale qui guide notre destinée. La multiplication de ces conflits et leurs tragiques conséquences donnent à croire que l'évolution de l'humanité, la guerre est la règle et la paix l'exception. L'instinct de conservation de l'espèce humaine impose de penser le contraire et d'agir conséquemment. Madame la Présidente, parce que c'est elle qui m'avait écrit, elle n'est pas là. Ah bon, c'est elle qui m'avait adressé une lettre. Dans la correspondance en date du 11 février, que vous aviez bien voulu m'adresser, vous m'invitiez à partager avec les participants la vision de l'appropriation nationale du processus de paix au Mali. En jetant un coup d'œil sur le programme, je comprends que le développement des aspects théoriques, politiques et géostratégiques du concept de paix revient à juste titre à des experts ici présents. Je me garderai donc volontiers d'en dire davantage. Ce faisant, vous ne me facilitez pas pour autant la tâche, car vous me demandez de lire dans la pensée d'un homme d'État l'idéal de société auquel il aspire pour son peuple. Il est vrai qu'ayant bénéficié de la confiance du président de la transition, chef de l'État, je me retrouve à la tête d'un comité d'experts chargé de traduire dans les faits cette aspiration à la paix et à la stabilité. Je requiers donc votre indulgence et votre compréhension dans la mesure où ma compréhension de la pensée du chef de l'État
pourrait se situer dans l'ordre de la surprétation ou tout au moins d'une traduction quelque peu approximative. Mesdames, Messieurs, compte tenu du temps qui m'est imparti, je vous propose une présentation selon le plan suivant. Le contexte et la justification du projet présidentiel, la vision qui sous-tend ce projet, le processus proprement dit de mise en œuvre d'un projet en cours, les acquis à mi-parcours du processus, et je tirerai une conclusion. Je voudrais vous décrire tout d'abord le contexte. La République du Mali a accédé à la souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960. Depuis, elle s'est engagée dans l'édification d'un État unitaire avec comme devise un peuple, un but, une foi, qui fonde le principe de l'unité et de l'indivisibilité de son territoire. Cette indépendance a suscité beaucoup d'espoir pour la construction d'un État-nation riche de sa diversité culturelle, linguistique et religieuse. Elle a élaboré et mis en œuvre des politiques culturelles et éducatives qui ont contribué au vivre ensemble et le brassage des populations à travers l'enseignement de masse, les écoles nomades, le système d'internat, les semaines nationales de la jeunesse et des sports et les biennales artistiques, culturelles et sportives. Cependant, dès le lendemain de son indépendance, le pays a été confronté à plusieurs crises, notamment économiques, financières, climatiques, sécuritaires, institutionnelles. Ces crises aggravées par une mauvaise gouvernance généralisée se sont manifestées par des conflits intracommunautaires, des rébellions cycliques, 1963, 1990, 2006 et 2012, des instabilités politiques et institutionnelles, 1968, 1991, 2012, 2020 et 2021. S'agissant des rébellions, elles ont pour la plupart été gérées à travers des accords comme l'accord de Tamaracet, signé à Tamaracet le 6 janvier 1991, le pacte national, signé à Bamako le 11 avril 1992, l'accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal, signé à Alger le 4 juillet 2006, l'accord préliminaire à l'élection présidentielle ou pourparlers inclusif de paix, signé à Ouagadougou le 18 juin 2013. Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015. Pour une mise en œuvre efficace et efficiente de ces accords, l'État malien a mis en place des structures nationales de haut niveau. Il s'agit notamment de la création des ministères en charge de la paix et la réconciliation nationale,
la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, la création de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes de crise au Mali, la création d'un centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali. Il a en outre initié des espaces de dialogue et de sociabilité et élaboré des documents de politique de paix et de réconciliation, à savoir la conférence d'entente nationale, le dialogue national inclusif, les assises nationales de refondation du 27 au 30 décembre 2021, la semaine nationale de la réconciliation Sénaré, la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, le pacte de stabilité sociale et de croissance signé avec les syndicats, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Cependant, la crise sécuritaire généralisée par la rébellion de 2012 s'est amplifiée. Une collusion s'est opérée entre les mouvements indépendantistes et les narcotrafiquants et les bandes terroristes internationales. La République du Mali a été profondément menacée dans son intégrité territoriale et l'État assurait difficilement ses fonctions régaliennes sur une très grande partie de son territoire. Malgré ces multiples efforts et l'appui supposé de la communauté internationale, l'insécurité persiste, le tissu social s'effrite de plus en plus et l'architecture de défense se fragilise. C'est dans ce contexte que sont intervenues les mutations politiques d'août 2020 qui ont conduit à la mise en place des autorités de transition. Ces autorités vont adopter une nouvelle approche de gouvernance et de gestion de conflits, centrée sur les ressources humaines, culturelles et matérielles nationales. Justification. Le 31 décembre, dans son adresse à la nation, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, annonçait sa décision de procéder à une appropriation nationale du processus de paix induit par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, négocié à Alger et signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015. La communauté internationale avait chargé la CEDEAO de trouver des solutions à la rébellion déclenchée en novembre 2011 dans le septentrion du Mali. Les chefs d'État de l'organisation sous-régionale ont à leur tour désigné le Burkina Faso comme point focal de leur médiation. C'est ainsi que Ouagadougou abritera la rencontre entre le gouvernement malien et les responsables de la rébellion, rencontre qui a abouti le 18 juin 2013 de l'accord préliminaire pour l'élection du président de la République et au pourparlers inclusif de paix. Après l'élection présidentielle, le gouvernement de la République du Mali, non satisfait de la conduite du processus par la CEDEAO, a invité la République algérienne démocratique et populaire à prendre le relais du Burkina et de la CEDEAO. Rappelons que ce pays avait déjà conduit, au cours des précédentes rébellions, des négociations qui avaient abouti à l'accord de Tamaracet du 6 janvier 1991
puis l'accord d'Alger du 4 juillet 2006. Ainsi, débutait ce qu'il a été convenu d'appeler le processus d'Alger. Après plusieurs mois de négociations, le processus a abouti à la conclusion d'un accord dit Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé le 15 mai 2015 et parachevé le 20 juin 2015 à Bamako. L'annexe 1, qui fait partie intégrante de l'accord, définit une période intérimaire qui prend effet après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger et devant s'étaler sur une période allant de 18 à 24 mois. Ainsi, pour les parties à l'accord, la mise en œuvre de celui-ci ne devrait pas excéder 18 mois à 24 mois au plus. L'article 2 de l'APR, il s'agit de l'accord pour la paix et la réconciliation, stipule que les parties s'engagent à mettre en œuvre intégralement et de bonne foi les dispositions du présent accord en reconnaissant leurs responsabilités primaires à cet égard. Je vous renvoie à la page 3 de cet accord. En décembre 2023, lorsque le président annonçait l'appropriation nationale du processus de paix, l'accord était à sa 8e année de mise en œuvre. Les parties auraient-elles failli à leur engagement? Il est revenu que, avant la signature, les protagonistes avaient émis des réserves sur le document. La bonne foi semblait déjà faire défaut, surtout si l'on sait que la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, ne signera qu'un mois plus tard, soit le 20 juin 2015. Pour comprendre ces dérives et le glissement de la période de mise en œuvre, on peut faire appel aux différents rapports de l'Observateur international dont le recrutement avait été validé par les parties en présence. En effet, dans son rapport du 26 octobre 2018, l'Observateur indépendant faisait remarquer, normalement tenu à chaque mois, dans les 5 mois de la période observée, le comité de suivi de l'accord CSA s'est réuni seulement 3 fois. Ces sessions ne durent qu'une seule journée et parfois quelques heures. Lors des sessions, le blocage sur l'un ou l'autre des dossiers peut entraîner parfois la suspension ou la clôture de la session. Le comité de suivi de l'accord entérine souvent sans débat décisionnel les activités sans accord convenu entre les parties. Page 3 du document de l'Observateur. Le même rapport regrettait l'ineffectivité de l'accompagnement de la communauté internationale qui s'était portée garante de la mise en œuvre de l'accord et alertait sur les positions de la société civile malienne qui, je cite, considère de plus en plus le comité de suivi de l'accord comme un club fermé, éloigné des réalités maliennes. Page 7 du rapport de l'Observateur. 3 années plus tard, dans son rapport bilan 2015-2021, l'Observateur indépendant reprenait les mêmes remarques et fait de nouvelles révélations. Il rapporte, entre autres,
que le cantonnement prévu n'a pas eu lieu, qu'il n'existe pas encore de calendrier pour le DDR. Le DDR, c'est démobilisation, démembrement et reconstruction. Et la réinsertion que le plan global de redéploiement de l'armée est reconstitué serait toujours en projet. Il déplore en outre que ses propres recommandations ainsi que les sanctions prises par le Conseil de sécurité à l'égard des personnes qui entravent la mise en œuvre de l'accord ne sont jamais appliquées, laissant apparaître d'importantes faiblesses méthodologiques et un relâchement dans les rapports de la communauté internationale avec les parties. L'observateur recommande donc le renforcement du cadre de concertation intermalien et surtout l'intensification des efforts en vue de l'appropriation par les institutionnels et par les populations de l'accord. Page 11 du document de l'Observateur. La prémonition est ainsi faite. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation était dans une véritable impasse. Les réunions du comité de suivi de l'accord, qui étaient déjà irrégulières, ont cessé de se tenir. L'accord est devenu un instrument de chantage en dépit des efforts financiers et matériels consentis par l'État malien pour le mettre en œuvre. La médiation internationale, dont le laxisme avait été dénoncé par l'observateur indépendant, se montrait de plus en plus complaisante avec les mouvements radicaux qui ne cessaient de monter les enchères. Les agendas cachés prenaient le pas sur la volonté d'agir, tandis que la crise sécuritaire s'amplifiait et s'étendait sur l'ensemble du territoire national. En vérité, l'accord pour la paix n'était plus qu'un papier jauni par le temps dont on parle déjà au passé. La nécessité d'une alternative s'imposait, car la résilience des Maliens était en train de s'émousser. Répondant aux cris de détresse de son peuple, le président de la transition, chef de l'État, a décidé d'user de son impérium pour mettre fin à un processus gangréné et moribond. Le 31 décembre 2023, dans son adresse à la nation, il a annoncé son intention de créer les conditions d'une paix durable, juste et inclusive. Le gouvernement, tirant les conséquences de cette décision et de l'impasse dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, annoncé par le communiqué numéro 065 du 25 janvier 2024, la caducité de l'accord de paix pour la réconciliation. Ces décisions consacrent la rupture totale avec le processus de mise en œuvre de l'accord tel que prévu dans ces différentes dispositions. Elle procédait en réalité d'une certaine idée de bonheur d'un leader pour son peuple, de la vision. Depuis son indépendance, le Mali connaît des crises sécuritaires, sociales qui s'enchevêtrent et annihilent les efforts de développement du pays. Les pays amis sollicités et la communauté internationale ont montré plus de condescendance que de volonté réelle de contribuer à la recherche d'une solution juste, équitable et durable.
La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a mis en évidence ces attitudes hautaines, souvent pleines de mépris pour un peuple qui semblait avoir confié son destin à ses bourreaux. Le président de la transition ayant bien appréhendé les stratagèmes géopolitiques et géostratégiques de certains pays voisins et la communauté internationale, et en bon soldat, décide aussi d'un repli stratégique. Il sait que le Mali, en tant que vieille nation de civilisation, possède tous les ressorts culturels, sociaux et philosophiques pour trouver des solutions endogènes à ses propres problèmes. Laver le linge sale en famille est bien un précepte. La paix et la sécurité des Maliens ne peuvent pas se faire sans eux, ou elles se feront à leur déprimant. Il ne faut pas chercher ailleurs des solutions qui sont à notre portée. Alors, je vais dire un proverbe bambara. Hamidou, tu vas me corriger, parce que la prononciation va être Kosigikafo Yedamouye est une expression originelle, qui n'existe comme telle que de la pensée malienne. Elle traduit les vertus du dialogue constructif, participatif et inclusif. Elle est génératrice de joie et de bonheur, d'entente et de cordialité. La réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble en sont des dérivés. La vision qui sous-tend la décision du président de la transition est donc celle d'un peuple qui, ayant appréhendé les pièges qui sont tendus ici et là, décide de faire son bonheur par lui-même, par le dialogue, la concertation et par méthodes qui lui sont propres. Il se délivre des carcans d'une communauté internationale et des faux amis dont la devise est diviser pour régner. La paix va désormais se négocier au Mali, entre les Maliens, à l'exclusion de toute présence ou interférence étrangère. Par les mécanismes endogènes de prévention, de gestion et de règlement des conflits, les Maliens vont découvrir les solutions consensuelles pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. L'idée du dialogue intermalien, de la rédaction de l'avant-projet du projet La Charte pour la paix et la réconciliation nationale, procède de cette vision. Elle invite toutes les Maliennes et tous les Maliens à prendre leur part dans le processus de restauration de la paix et de la sécurité. La réussite est au bout de ce mouvement populaire, dynamique, inclusif et participatif. Il ne s'agit nullement d'une invitation à une autarcie ou un refuge dans un passéisme béat. La mission de pilotage et les commissions de rédaction de l'avant-projet et du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, traduite après analyse des termes du décret de création, a compris dans ce décret l'apparence de la vision d'une nation souveraine, réconciliée, tolérante et en paix dans un État refondé, reposant sur une gouvernance démocratique,
juste et équitable. Partant de cette vision, la commission de rédaction s'est fixée comme objectif de déterminer les obstacles ainsi que les conditions pour la consolidation de l'unité nationale, la restauration de la paix, le renforcement de la sécurité, le raffermissement de la cohésion sociale et du vivre ensemble à travers la réconciliation nationale. Cet objectif opérationnel a permis de circonscrire l'approche méthodologique pour matérialiser la vision du chef de l'État, du processus de l'appropriation. Pour concrétiser son initiative, le chef de l'État a créé par décret 2024-0053 PTRM du 26 janvier 2024 et a mis en place un comité de pilotage du dialogue intermalien. Et le décret 2024-0062 PTRM en fixe la liste des membres. Après analyse des décrets ci-dessus, le comité de pilotage a élaboré des thèmes de référence. Les thèmes de référence ont défini 5 thèmes fondamentaux en rapport avec la paix et la réconciliation et a élaboré une approche méthodologique en 3 étapes. L'objectif de cette approche était de favoriser l'implication du plus grand nombre de Maliens appartenant à toutes les couches et catégories sociales du pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Ces étapes sont du 13 au 15 avril dans les 763 communes de la République. La deuxième étape du 20 au 22 avril dans le district de Bamako, dans les chefs-lieux de région, dans les universités de Bamako et de Ségou, et dans 48 missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger. Un portail a été créé sur le web pour recevoir les contributions des internautes. Troisième étape. Du 6 au 10 mai, la rencontre au niveau national qui a regroupé des représentants de toutes les forces vives de la nation, des délégués des régions et la diaspora, ainsi que les représentants des institutions de la République et des administrations indépendantes. Au terme des travaux, cette ultime étape, plusieurs recommandations et résolutions ont été soumises à la haute bienveillance du chef de l'État au cours d'une cérémonie solennelle. La deuxième de ces résolutions préconise la mise en place d'un comité de sages et d'experts pluridisciplinaires en vue de la rédaction d'une charte nationale pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le vivre ensemble. En réponse à cette résolution, le chef de l'État a créé par le décret 2024-0384 PTRM du 28 juin 2024 la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte dont les membres ont été nommés par le décret 2024-0325 PTRM du 28 juin 2024. L'article 2 du décret de création définit la mission de la commission en ces termes. Commission de rédaction de l'avant-projet de texte de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale
et au vivre ensemble. Le texte de l'avant-projet a été finalisé le 18 octobre 2024, selon l'approche participative et inclusive adoptée lors du dialogue intermalien, et le document a été transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. Après avoir pris connaissance du document, le chef de l'État poursuit la concrétisation de son initiative en mettant en place une nouvelle commission chargée cette fois de la rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Cette commission adoptera une démarche similaire à celle du comité du dialogue intermalien et de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte. Ainsi, le texte de l'avant-projet et une synthèse des contributions des forces vives ont été envoyés à toutes les forces vives de la nation, les fêtières des associations et organisations de la société civile, les syndicats, le patronat et les ordres professionnels, les institutions de la République, les autorités indépendantes et les universités de Bamako et de Ségou. Les documents ont également été envoyés aux gouverneurs des régions et chefs des missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger. L'objectif de cette démarche est double. Il s'agit d'abord, pour le destinateur, d'examiner les documents reçus pour avoir leur conformité avec leurs premières propositions et ensuite d'y apporter de nouvelles observations et suggestions pour la rédaction du projet final. Dans le souci de rendre le processus plus inclusif,